Dont le 16e, tout est lisse comme un miroir. Façades en pierre, buissons taillés, vitrines qui reflètent une vie maîtrisée. Le couloir de l'appartement où Joie travaille sent le détergent et le parfum trop cher de la maîtresse de maison. Les murs sont d'un blanc sans tache, le marbre du palier renvoie la lumière comme pour rappeler que rien n'échappe au regard. Pourtant, certaines choses ne tiennent pas en surface. Elles se glissent derrière les portes, dans les interstices des routines, dans la discrétion des gestes qu'on croit invisibles. Joie connaît chaque coin de cet appartement comme elle connaît les plis de sa propre histoire. Le matin, elle ouvre les rideaux chambre par chambre en laissant la ville entrer doucement. Le soir, elle replace les dernières casseroles, dépoussière les cadres, remet les coussins dans l'ordre exact exigé par Chantelle. Elle a un rituel qu'elle ne partage avec personne. Avant de partir, elle s'arrête devant la petite photo cornée qu'elle garde entre deux torchons. Un père et une mère qui sourient comme s'ils pouvaient encore résoudre tout ce qui est dur. Parfois elle murmure leur nom comme qui fait un sort, parfois elle laisse couler la vapeur du café contre ses doigts, et se promet, en silence, de se souvenir d'où elle vient. Son prénom, Joie, lui donne des forces qu'elle garde pour elle, une résistance qui n'a pas besoin d'être bruyante. La maison est un personnage à part entière, chaque meuble porte une histoire, chaque rideau une volonté. Chantelle, avec ses talons qui claquent sur le parquet comme des jugements, règne par la précision. La température du café, la manière de tenir la cuillère, la distance à laquelle on ose regarder une assiette posée sur la table. Son mépris n'est jamais dramatique, il est administré en petites doses, des remarques apparemment anodines qui font vaciller quelqu'un sur la longue durée. Marvin, son mari, travaille tard, parle encore plus tard. Il ne méprise pas, il ignore, et l'indifférence de certains est parfois pire que la cruauté ouverte. Pour Joie, Marvin a d'abord été un mur opaque qui emploie son regard comme on emploie un thermostat. On l'ajuste sans s'y attacher. La routine a ses micro-humiliations. Joie apprend à deviner le rythme de la maison, à quel moment Chantelle aimera son thé, quand Marvin reviendra pour prendre un sandwich avec exactitude, quel soir la lumière de la bibliothèque restera allumée après 22 heures. Elle nettoie, arrange, anticipe. C'est un ballet silencieux où ses mains répètent des gestes qui devraient la rendre invisible. Elle accepte cette invisibilité comme on accepte une cape trop lourde. Elle la porte sans la choisir parce qu'elle doit manger et envoyer de l'argent, parce qu'il y a la photo cornée sur la tablette de la cuisine et un village qui l'attend dans ses rêves. Il y a pourtant des petites rébellions. Une robe que Joie garde pliée dans un tiroir, reçue un Noël où la solitude avait décidé de lui offrir autre chose que la conformité. Une chanson qu'elle écoute sur un vieux lecteur MP3 quand la maison est vide et qui la transforme en danseuse pendant quelques minutes, juste la musique et son corps qui oublient la politesse. Ce sont des parenthèses minuscules qui lui rendent sa dignité. Un matin d'automne, la ville avait cette lumière claire qui fait les ombres plus longues. Joie travaille l'aile nord de l'appartement, la chambre d'amis, la salle de bain en marbre, la bibliothèque où les livres sont classés par couleur et non par auteur. Elle nettoie la douche du maître, une cabine vitrée, une pluie d'eau comme une cascade domestiquée, et laisse l'eau tomber un instant pour effacer des traces. Puis, seule, comme elle le fait parfois, elle se permet de rester 5 minutes de plus. Elle ferme le robinet, s'éponge les cheveux sur un vieux linge qui n'appartient qu'à elle et remet en place la serviette blanche. Le silence est un luxe. La vapeur dessine des nuages que la lumière transforme en toile. Joie met la musique dans sa tête, le souvenir d'une chanson qui fait tourner son corps en rond. Elle avance, elle pivote, elle rit à voix basse. Dans ces instants, l'appartement perd son austérité et devient terrain de jeu. C'est à ce moment-là que Marvin rentre. Il ne devait pas être là, son planning est un animal imprévisible, mais il pousse la porte. Il ne dit rien au début, il reste sur le seuil, la veste encore humide de la pluie, et la regarde. Joie se fige, puis baisse la tête, prise à son propre élan. Il y a quelque chose dans le regard de Marvin ce jour-là. Il est curieux sans être accusateur, comme quand on surprend un tableau secret à travers une porte. Ce silence-là contient une permission ancienne. Et pour la première fois depuis longtemps, Joie a l'impression d'exister pour autre chose que pour des ordres. Il ne se passe pas de miracle, rien n'advient de fulgurant. Marvin sourit, maladroit, raconte une anecdote triviale du bureau, un client qui a oublié son parapluie. Et Joie répond en riant doucement.
Ils partagent un café et pour la première fois, il l'appelle par son prénom sans l'habituel madame ou mademoiselle, comme si avoir un prénom était la première marche d'une échelle. Les gestes qu'il fait ensuite sont petits mais précis. Il défend son point de vue quand Chantelle, au télétravail ce jour-là, lui fait une remarque sur la qualité du linge. Il prend sa défense, non pas sous la forme d'un grand discours, mais en corrigeant une phrase, en appuyant sur son nom. C'est déroutant pour Joie, plus intime que n'importe quel contact. La maison change, un peu. La chaleur qu'elle ramenait de ses propres danses se répand dans les pièces. Les repas deviennent des occasions où elle est autorisée à rester à la table plus longtemps, où l'on demande son avis sur un détail de décoration, où Marvin rit parfois à une plaisanterie qu'elle lance. Elle découvre alors les limites. La complaisance ne doit pas devenir familiarité. Chantelle observe ces glissements comme on observe une fissure sur un mur blanc. Il y a une vitesse que Chantelle exige pour chaque chose, et la lenteur de la curiosité de Marvin l'irrite profondément. Après cette journée, Joie rentre chez elle, un petit logement dans le nord de la ville qu'elle a meublé avec des trouvailles et des cadeaux envoyés par d'anciens voisins. Sur sa table, un plat réchauffé lui parle de maison. Du riz parfumé qu'elle avait appris à cuisiner enfant, un riz qui mélange l'odeur d'épices qu'on appelle familièrement riz jollof dans sa langue. Souvenir qui la fait sourire et pleurer à la fois. Elle appelle une amie au village parfois, raconte son jour en détachant les mots pour ne pas attirer l'attention. Ces conversations sont une autre forme de résistance. Elles relient Joie à une vie qui n'est pas celle d'une employée. Si cette histoire vous parle et que vous voulez la suite de ce voyage entre dignité et secret, abonnez-vous, la suite arrive bientôt. Les jours suivants tissent des détails. Marvin riant à une blague, Chantelle soupirant devant un verre mal posé, Joie arrangeant les fleurs sur la table sans être vue. Les gestes s'empilent, les regards se déposent. Il y a de petites victoires, une caresse à la place d'un commandement, un merci murmuré qui pèse plus lourd que des compliments officiels. Joie bagne en assurance. Elle ose porter sa robe cachée un dimanche où la maison est vide. Elle lit un livre emprunté dans la bibliothèque à voix basse ou répand à Marvin sur des sujets qui dépassent les consignes. Ils discutent de littérature, puis de musique, et, sans que leurs mots ne franchissent un seuil explicite, une complicité se forme. Elle découvre qu'il a une faiblesse pour des auteurs qu'elle n'aurait pas imaginés, et il découvre la façon qu'elle a de raconter la pluie comme un personnage. Chantelle, pour sa part, n'est pas une caricature plate. Elle a ses propres fragilités. Il n'est pas seulement question de méchanceté. Elle porte un besoin intense d'ordre qui a été façonné par d'autres manières d'aimer, par une angoisse de contrôle. Il y a des moments où sa voix tremble, où son visage devient un masque de fatigue. Elle n'est pas sans raison quand elle reproche une serviette déplacée ou un chiffon mal plié. Mais ces reproches passent souvent par la domination, et sous la surface, il y a une compétition. La maison, pour elle, est un royaume où l'image commande tout. Marvin passe de l'ombre à la présence. Il défend Joie au dîner devant un commentaire cinglant sur la qualité du service. Il interrompt une remarque quand elle se rit d'une erreur de table. Mais il n'est pas prêt à tout sacrifier. Son rôle est divisé entre l'affection naissante et le confort de son monde. Il jongle avec sa conscience comme on préserve des vers fragiles. Joie voit cette hésitation et, au lieu de se projeter, elle apprend à ne pas confondre attention et salut. Son cœur reste à sa place, prudent, résolu. La tension monte à son rythme propre. Elle se loge dans les petits détails que personne ne remarque. Un tiroir fermé d'un geste plus brusque, une caméra que l'on suppose être un simple détecteur de mouvement mais qui n'a pas été mentionné, un câble qui disparaît derrière une plainte. Joie commence à percevoir des angles dans l'appartement qui semblent moins naturels, des points de vue qui ne correspondent à rien de pratique. Une fois, en nettoyant le plafond de la salle de bain, elle remarque une petite excroissance dans le silicone. Elle pense à une moisissure. Une autre fois, elle aperçoit un minuscule trou dans une façade de porte qu'elle n'avait jamais trouvé utile. Ces éléments sont insignifiants pris isolément, mais assemblés, ils forment une constellation d'indices. Un soir, Chantelle part pour un week-end en province, une course dont la rapidité laisse supposer autre chose qu'une simple sortie. Un rendez-vous, une échappée planifiée. La maison est censée être vide.
Le téléphone de Marvin ne cesse de vibrer. Joie sent une liberté nouvelle, la possibilité d'être pleinement elle-même quelques heures sans que la hiérarchie rappelle sa présence à l'ordre. Elle range la vaisselle avec un soin différent, elle allume la musique et, pour la première fois depuis des semaines, elle décide de prendre un bain sans regarder l'horloge. Elle ferme la porte, laisse l'eau monter et se permet un moment de silence. La salle de bain est un sanctuaire. Les mosaïques froides contre sa peau, l'odeur du savon qui lui rappelle le marché d'une autre ville. Elle s'assoit sur le rebord de la douche, la vapeur l'enveloppe et elle laisse revenir des souvenirs. Sa mère qui lui apprenait à plier le linge pour que rien ne se froisse. Son frère qui courait dans la poussière du chemin. Un petit marché où l'on vendait des fruits dont le goût traverse encore son palais. Elle ferme les yeux, respire. C'est là qu'elle remarque quelque chose d'anodine à première vue, mais qui fait basculer sa paix. Une petite marque noire, presque imperceptible, à l'angle d'une paroi de verre. À l'œil nu, elle pourrait être une tache. Joie essuie d'abord distraitement, puis la répète en inclinant la tête. La marque n'est pas sale. Elle est ronde, comme une goutte de pluie figée, mais elle n'est pas sur la surface extérieure. Comme si elle n'appartenait pas à la salle de bain, mais à un regard posé sur elle. Son cœur accélère, non pas par honte, elle n'a rien à cacher, mais parce que quelqu'un a franchi une frontière qui n'est pas une porte. Elle cherche une explication rationnelle. Condensation, un déchet d'usine, un petit insecte capturé dans le silicone. Mais la logique se heurte à une sensation plus profonde, l'intrusion. Joie éteint l'eau et se penche. Elle suit la trace du doigt, gratte avec une ongle propre et découvre, dissimulé dans le rebord du joint, quelque chose de minuscule. Une lentille, noire, ronde, entourée d'une coque bien ajustée. Ce n'est pas une tache. Un froid lui traverse le ventre. La lentille est si petite qu'elle pourrait presque se boire, mais sa fonction est claire comme une évidence perverse, filmée. Joie sait de quoi il s'agit. Ses mains tremblent autant de rage que de peur. Elle se rappelle alors d'un détail qu'elle avait oublié. La veille, la trappe du plafond de la buanderie avait été ouverte et un chauffeur avait traîné un sac plus lourd qu'à l'ordinaire. Elle se reprend, fouille la zone et trouve un minuscule trou dans le silicone, une prise microélectrique qui n'aurait pas dû exister. Tout converge vers une décision. Quelqu'un a installé un dispositif pour l'observer, pour la réduire à une image. Elle n'est plus seulement une employée. Elle est l'objet d'un regard qui n'a rien demandé. La violation est profonde. Joie pense aux histoires entendues au marché, aux récits d'emploi où l'on fouille sans permission. Mais ici, dans le Caire du XVIe, l'abomination porte un masque propre. Elle se sent salie par une maison qui prétendait à la perfection. Pourtant, Joie ne se laisse pas submerger. Tout son apprentissage de la survie ressurgit. Mesurer, ne pas crier, conserver les preuves. Elle prend la petite caméra entre ses doigts. Elle la dévisse avec un couteau prudemment, récupère l'appareil minuscule et l'enferme dans un linge propre. Elle ne le jette pas à la poubelle. Elle sait qu'une justice, si elle veut la toucher, aime les traces. Elle l'attrape, le cache dans sa veste et décide d'agir. Elle pense à Marvin d'abord. Il est celui qui a ri avec elle, qui a prononcé son prénom sans la barrière du titre. Il est aussi celui qui vient d'un monde où la réputation se protège comme on répare un vase. Joie hésite. Ira-t-il croire une domestique accusant l'intimité d'un foyer? Lui fera-t-il face à Chantelle? Ou lui demandera-t-il de garder le secret pour ne pas ternir le nom de la famille? Ces questions filent comme un nœud dans son estomac. Elle choisit de ne rien faire d'impulsif. Elle sort de la salle de bain, enveloppant la caméra dans le linge et descend à pas feutrés. L'appartement est un théâtre, les pièces ont une audience invisible. Elle ouvre la cuisine, vérifie l'horloge, puis monte vers la bibliothèque où Marvin est parfois. Il est là, penché sur un dossier, la lumière tamisée dessinant un cercle autour de sa tête. Il ne remarque pas tout de suite sa présence. Joie s'approche et quand il lève les yeux, il y a ce mélange de surprise et d'affection que les gens disent ne jamais voir. « Marvin », dit-elle, sans autre préambule. Il se redresse, hésite, puis prend la parole avec la retenue de ceux qui savent que les conversations privées dans une maison de maître ont des échos larges. « Oui. » Elle n'a pas envie de jouer le rôle de l'accusatrice dramatique. Elle pose la caméra sur la table, dévoile la lentille au contraire, comme on pose un objet sacré.
Il y a quelque chose dans l'air qui ressemble à une condensation d'angoisse. Marvin fronce les sourcils. Sa première réaction est d'incrédulité. Sa deuxième est un contrôle qui se fissure. « Je l'ai trouvé dans la douche », dit Joie simplement. Il est silencieux. Quelques secondes s'écoulent où la maison retient son souffle. Puis il se lève, prend la caméra, la retourne, inspecte. Il y a une attention méthodique, presque professionnelle. On sent qu'il comprend l'ampleur avant que la colère n'ait le temps de se lever. Il croise le regard de Joie et pour la première fois, il est aussi vulnérable que celle qu'il regarde. « Qui a pu » commence-t-il. « Je ne sais pas » répond-elle, mais elle filmait. Il y a un tremblement dans sa voix, mais il cherche à le dissimuler par la logique. On doit vérifier les enregistrements, trouver le fil. S'il y a un accès, quelqu'un a dû brancher un boîtier, peut-être une caméra connectée, un compte à distance. La phrase a l'air d'une note technique, mais elle veut dire autre chose. Il envisage la possibilité d'un regard extérieur, d'une audience qui n'est pas la leur. Joie sent la menace grandir. Elle sent aussi que Marvin n'est pas un simple habitué à la conservation des apparences. Il y a en lui la capacité de protéger et peut-être de choisir. Il parle à voix basse, organise la suite. Joie suggère d'éviter toute confrontation immédiate avec Chantelle. L'émotion peut tuer une preuve. Elle pense à la police, mais elle sait aussi qu'une plainte peut se perdre dans des serrures administratives. Marvin propose de faire venir quelqu'un qu'il connaît, un ami qui s'y connaît en système domestique, pour démonter discrètement tout l'appareil et rechercher d'autres caméras. Leur plan est pragmatique, mais fragile. Tout dépendra de la discrétion et de la rapidité. Pendant qu'ils conçoivent ce plan, Joie refuse de considérer la honte comme une posture permanente. Elle a été regardée comme un objet, mais elle n'a pas été brisée. Au contraire, la caméra entre ses mains devient une preuve de son existence, de son refus d'être invisibilisée. Elle imagine déjà les étapes. Photographier la caméra, noter sa position, trouver des témoins, peut-être contacter un service juridique. Son esprit travaille à construire des escaliers pour sortir la maison d'un pouvoir qui l'enferme. La nuit, pourtant, ramène ses complexités. Marvin est distant, préoccupé. Il ne veut pas d'un scandale, mais il ne veut pas non plus couvrir un crime. Chantelle reviendra bientôt et il faudra l'affronter. Il faudra expliquer une caméra, justifier l'injustifiable. Joie comprend qu'elle n'a pas seulement affaire à un problème technique. C'est une fissure qui traverse les vies, les positions, les loyautés. Elle dort mal cette nuit-là. Les rêves sont peuplés d'images, la lentille qui tourne comme un œil, la photo cornée de ses parents qui s'efface, les rues du 16e qui se transforment en labyrinthe. Le jour se lève sur une détermination froide. Joie doit rassembler des preuves discrètes. Elle repense à l'ami technicien qu'elle a croisé chez un voisin, un homme qui réparait des télévisions et qui avait plaisanté sur l'espionnage moderne. Elle pense à l'usage d'un téléphone pour enregistrer, à la prudence de faire des copies. Elle sait aussi que l'étape la plus difficile n'est pas de prouver l'existence d'une caméra, mais de faire bouger ces castes qui protègent l'image d'une maison parfaite. Le matin suivant, la lumière entre comme une accusation, claire, nette. Joie traverse le salon en tenant la caméra dans un linge, consciente de chaque pas. Elle passe par la cuisine et observe Chantelle revenir plus tôt que prévu. Elle s'accroche à son emploi, les mots, la respiration, la stratégie qui doit rester froide. Marvin dissimule la caméra dans un tiroir du bureau, comme une relique qu'il a juré de garder secrète jusqu'à ce qu'il sache quoi en faire. Il s'assoit à table et la conversation reprend comme si rien ne s'était passé. Chantelle ne remarque rien, du moins pas encore. Mais les regards, eux, se chargent d'électricité. Joie sent qu'elle est dans la même pièce que des secrets et que tous pourraient exploser à la moindre étincelle. Elle échange un sourire mécanique avec Chantelle qui, à son habitude, ne lit rien dans ce silence. Les paroles de Chantelle sont des rituels. Les remarques sur la propreté des fenêtres, l'état du parquet, la manière dont les plantes doivent être orientées pour recevoir la lumière. Joie répond avec la politesse retenue d'une professionnelle, mais dans son esprit, une route a été prise. Elle ne peut plus revenir en arrière. Le déjeuner est un théâtre minuscule. Marvin partage un commentaire sur un client, Joie glisse des réponses à un ton mesuré. Chantelle rectifie une position de serviette. L'air est saturé de petites tensions.
Après le repas, Joie retourne à ses tâches, mais la caméra dans le tiroir pèse sur elle plus que l'objet lui-même. Elle prend des photos discrètes de la salle de bain, enregistre avec son téléphone la position de la lentille avant de la ranger, note dans un petit carnet les heures où les occupants sont le plus vulnérables. Elle sait que la patience sera son allié. La vie, cependant, ne s'arrête pas sur un plan parfait. Il y a un moment de grâce volé entre Joie et Marvin, un échange de regards dans la bibliothèque, lorsque la lumière coule sur une page, un silence partagé qui devient presque une promesse. Mais les promesses dans cette maison sont toujours mesurées. La place de chacun est tracée par des habitudes plus anciennes que les émotions. Ils se savent en équilibre sur un fil, ni trop loin pour ne pas se reconnaître, ni assez proche pour franchir en public les barrières du monde. Cette ambiguïté crée une intensité qui se transforme en vigilance. L'après-midi, alors que Chantelle est appelée par une réunion imprévue, Marvin propose à Joie de l'accompagner discrètement à un entrepôt où son ami technicien doit venir démonter l'appareil. C'est un geste qui combine protection et besoin de contrôle. Joie voit dans cette proposition un risque et une possibilité. Elle accepte, non par confiance aveugle, mais parce que l'action est nécessaire. Ensemble, ils quittent l'appartement et descendent dans la cour, sans savoir que la maison, elle aussi, les observe depuis d'autres angles. Ils marchent côte à côte, une distance respectueuse entre deux mondes qui se frôlent. Les rues du 16e sont ponctuées de boutiques élégantes, de cafés où les serveurs connaissent les noms des habitués. Ils se rendent dans un petit atelier où l'on répare des appareils électroniques. L'homme qui les reçoit sent l'odeur de la climatisation et tient ses outils comme un musicien tient ses partitions. Il prend la caméra, l'examine, tapote sur la coque, il sourit d'un air professionnel. « On peut retrouver un accès », dit-il calmement. Souvent, elle tourne sur des serveurs distants. Si quelqu'un a voulu regarder en direct, il y a trace. Je vais chercher les logs. Les mots sont lourds de promesses. Joie sent son corps se relâcher d'un poids, puis se tendre à nouveau. Si des logs existent, alors il y a une chance de prouver ce qu'elle a été forcée de subir. Ils prennent des photos, notent les références, et l'homme propose de revenir avec un équipement pour scanner l'appartement sans bruit. Sur le chemin du retour, la conversation est brève. Marvin parle peu, la mâchoire serrée. Joie garde la main de la caméra cachée dans son sac comme on cacherait une blessure. Tout paraît prêt pour un mouvement qui brisera l'ordre des choses. Mais dans la maison, d'autres fils se tirent. Chantelle rentre plus tôt que prévu, le visage une machinerie de contrôle qui se dissimule mal. Des impressions sur des dossiers, des comptes à rendre. Elle effleure la voix de Marvin avec une question, puis s'engage dans une remarque sur le service. Elle sent quelque chose, un relent de changement, et sa vigilance se resserre. La journée s'étire, prête à rompre. Joie nettoie, range, observe. Les pièces de la maison paraissent prêtes à raconter leur vérité. Elle sait que l'étape suivante demandera courage et calcul. Pour l'instant, la caméra est là, sous clé, et l'atelier a promis de revenir. Mais le temps joue contre eux. Une notification, un message, une présence imprévue pourrait tout gâcher. Alors qu'elle replace un vase légèrement de travers, son téléphone vibre. Elle le récupère, le cœur serré, un message inconnu. Sur l'écran, une image miniature, un clip très court, cliqueté par un format moderne. La miniature montre, dans un angle qu'elle connaît trop bien, une silhouette floue dans une cabine vitrée. Son nom n'y apparaît pas, mais l'évidence est la même. Quelqu'un regarde. Elle n'ose pas ouvrir le message longtemps. Ses doigts se referment sur l'appareil et tout ce qu'elle entend est son propre souffle qui rythme une décision. La maison, cet après-midi-là, n'est plus une somme d'objets sans voix. Elle est devenue le lieu d'un crime intime. Joie porte en elle désormais non seulement l'appareil, mais la vérité de ce que cela signifie. Elle n'est plus simplement observée, elle est traquée par une image. Elle pense à ses parents, à la façon dont on se relève après un coup. Elle pense au 16e, aux façades qui semblent sûres, mais qui cachent des fissures. Et elle sait qu'il faudra choisir, se taire et reprendre ses tâches, ou briser la façade et défier ce qui protège ceux qui ont installé la lentille. Une sonnerie retentit à la porte d'entrée, un bruit banal qui, ce jour-là, devient un compte à rebours. Joie regarde la porte comme si elle contenait l'avenir. Elle serre la caméra contre elle, la sent chaude à travers le tissu. De l'autre côté, des pas dans le couloir. Quelqu'un appelle au nom de la famille.
et quelque part, un écran reçoit ce qui a été filmé. La sonnette retentit comme un signal trop concret, dans un après-midi où chaque bruit paraissait devenir suspect. Joie resta immobile, la caméra chaude contre sa cage thoracique, comme si l'objet pouvait communiquer une urgence par conduction. De l'autre côté de la porte, une voix anodine prononça le nom de la famille, poli, comme si l'entrée était une formalité. Les pas dans le couloir se rapprochèrent. Marvin posa un doigt sur ses lèvres en silence. Son regard était aigu, chargé d'une décision lente. Ils s'échangèrent un mouvement bref, l'accord tacite de poursuivre avec prudence. Joie glissa la petite mallette où était cachée la lentille sous un plateau dans le cellier, exactement là où Chantelle n'aurait pas pensé à regarder, et suivit Marvin vers l'entrée. Il ouvrit la porte d'un geste qui se donnait pour naturel. Dehors, un homme en veste sombre tenait une petite sacoche. Son visage portait la fatigue bonne des outils et des trajets. Il hocha la tête. « Bonjour, je suis arrivé plus tôt. L'atelier m'a prévenu qu'il y avait un créneau, » dit-il. Sa voix se voulait neutre, mais la façon dont il jeta un coup d'œil au seuil laissa percevoir qu'il cherchait des signes, un tableau de la porte légèrement incliné, un pas différent. Marvin le laissa entrer dans le vestibule, les gestes professionnels déployés comme un rideau, poignets engagés, sourire contrôlé. Chantelle, qui n'avait pas l'habitude d'être surprise, passa derrière eux, le visage encore marqué par le souci d'une réunion. Elle observa le technicien comme on inspecte un objet rare. « Vous êtes venu pour la mise à jour du système ?» demanda-t-elle, d'un ton où se mêlaient la froideur et la fierté d'avoir tout sous contrôle. L'homme acquiesça. « Oui, madame, on m'a dit qu'il y avait des caméras à vérifier. Je dois accéder au réseau pour recueillir les logs et m'assurer qu'il n'y ait pas d'accès non autorisé. » Les mots déposèrent une ruineuse évidence dans la pièce. L'existence du système était officielle, institutionnalisée. La présence d'une caméra dans la douche, d'abord une insolence personnelle, pouvait n'être que la partie visible d'un ensemble déclaré. Cela compliquait la narration morale. Joie sentit sa gorge se serrer. Comment présenter cela sans révéler qu'elle avait trouvé l'objet? Marvin prit la parole avant qu'elle n'eût à avancer. « Parfait, faisons-le discrètement. Il y a des endroits où nous préférerions ne pas alerter immédiatement toute la maison. » Le technicien acquiesça et commença à installer un petit appareil qui ressemblait à un scanner de réseau. Il parlait peu, concentré, il travaillait comme si chaque geste était une langue. Joie, restée en retrait, sentit un mélange de soulagement et de peur. Le savoir technique apportait la possibilité de réponse, mais aussi le risque d'un dévoilement incontrôlé. Pendant que l'homme branchait ses câbles, Joie observa Chantelle. Celle-ci se tenait droite, lisse comme une affiche. Il y avait dans son maintien autre chose qu'une simple coquetterie, une vigilance méthodique façonnée par la conviction que le monde devait répondre à son image. Pour Joie, qui avait connu des femmes qui se pliaient aux besoins de contrôle pour survivre, il y avait là un portrait plus compliqué. Le masque du contrôle peut être un bouclier contre des peurs anciennes. Le technicien connecta son appareil au routeur du salon. Il tapotait sur une tablette, ses doigts connaissant les menus comme des pas de danse. « Ok, dit-il finalement, je peux scanner pour détecter les caméras en ligne et les accès distants. Si quelqu'un regarde à distance, il y aura des logs, des IP, des sessions, des timestamps. » La phrase nommait l'espérance et la peur. Joie sentit la possibilité d'être regardée, reconvertie en preuve. Elle posa une main sur une chaise, essayant de rendre sa respiration égale. Le scanner émit un bourdonnement bas, puis une série de lignes s'afficha sur la tablette. L'homme fronça les sourcils. « Il y a plusieurs entrées, dit-il. Des caméras liées au système central et une entrée qui n'apparaît pas comme locale. Ça veut dire qu'on a un flux sortant vers un serveur externe. » Marvin prit la tablette comme si on lui avait tendu une responsabilité évidente. Il parcourut les lignes, ses yeux se plissant. Joie le regarda travailler. La concentration de cet homme avait quelque chose d'obsédant et d'infiniment normal. Il mordit l'intérieur de sa joue comme pour maîtriser une réponse. « Est-ce que l'on peut tracer ?» demanda-t-il. « On peut tracer jusqu'à un fournisseur. Après, ça devient administratif. Mais regardez ici. Accès depuis un numéro de mobile lié à un compte email professionnel. Pourriez-vous reconnaître l'adresse ?» L'homme pointa l'écran. Marvin déglutit. « C'est un compte qui semble lié à une société de services domestiques. Je reconnais le nom, oui, mais il y a des sessions anormales, en dehors des heures prévues. »
Chantel, qui avait suivi la conversation de très près, pencha la tête. « Mais nous avons engagé cette société pour installer un système de sécurité. Ils ont dû faire des tests, dit-elle, la voix soigneusement neutre. Il y avait dans son ton une volonté de rabattre l'évidence sur un geste administratif. Joie sentit sous la réplique une dénégation presque externe, comme si Chantel essayait de rapiécer la réalité. Le technicien cligna des yeux. « Avec votre permission, je dois remonter les logs. Si l'accès a été effectué depuis un compte personnel, on peut en retrouver l'origine. Et si quelqu'un a voulu un flux direct pour visionner, alors il y aura un historique. » Il partit avec la promesse de revenir d'ici 2 jours avec les fichiers. Sur le seuil, avant de sortir, il se tourna vers Joie d'un air qui mesurait quelque chose entre l'honnêteté et la compassion. Pour l'instant, évitez toute confrontation, ne touchez à rien d'autre. Il savait énoncer l'évidence sans pathos. Les personnes compétentes ont souvent cette capacité à rendre le futur moins menaçant parce qu'elles le décomposent. Une fois la porte refermée, l'appartement sembla regagner une normalité factice. Les talons de Chantel claquèrent sur le parquet. Chacun retourna à ses occupations comme si aucun secret ne s'était faufilé entre eux. Mais Joie voyait des fissures partout. Elle prit un verre d'eau, regardant la condensation qui perlait. L'eau tremblait dans son verre comme un monde miniature. La veille, elle avait senti la lentille dans sa main comme une preuve. Aujourd'hui, la promesse de log la transformait à la fois en arme et en diamant fragile. Elle retira la petite caméra du chiffon, s'assura que personne ne la regardait et la posa dans son sac. Après tout, il fallait garder les éléments en sécurité. Les jours qui suivirent entrèrent dans une mécanique lente et tranchante. L'attente, l'anticipation, le rangement des gestes pour ne pas alerter les regards déjà sensibles. Joie reprit son rôle, les gestes plus précis, mais à chaque mouvement, ses oreilles cherchaient un son étranger. Un message sur un portable, une notification, un mail. Elle se surprit à parler moins, à observer plus. Tout autour d'elle, la maison paraissait être devenue un corps vivant, rétréci, qui contenait des zones qu'il valait mieux ne pas exciter. Marvin, de son côté, avait ce visage de quelqu'un qui tient 2 priorités contraires. Il venait au travail le matin comme s'il emportait un autre sac, l'angoisse de l'image et le besoin de protéger l'ordre du foyer. Ils se retrouvaient parfois, furtivement, pour échanger des informations. L'amitié entre eux se tissait d'une manière nouvelle, non plus tant fondée sur la gratitude contractuelle, mais sur une alliance mûrie dans l'urgence. Si les logs montrent un accès extérieur, il faudra prévenir la police, dit Marvin un soir, en les mains autour d'un thé qu'ils partageaient dans l'arrière-cuisine, où l'air était moins formel. La lumière pendait basse, colorant leur visage d'une intimité tamisée. Joie goûta la boisson comme on goûte une certitude, chaude, terreuse. « Et si la police ne croit pas une employée ?» demanda-t-elle, sans colère, parce que les questions n'avaient besoin d'aucune véhémence, elles étaient réalistes. Marvin la regarda, longuement. « On apportera des preuves techniques, répondit-il. Les logs, la caméra, l'atelier peut fournir un rapport. Et puis, on peut envisager de parler à un avocat. On ne partira pas sur des suppositions. » Il y avait dans sa voix la mesure d'un homme qui veut bien résoudre, mais qui calcule aussi les dégâts possibles à sa réputation. Joie le comprit. Il ne la sauverait pas simplement par un acte héroïque, mais par une série de démarches administratives, par une volonté à la fois civile et contenue. C'était différent d'un sauvetage hollywoodien, c'était une bouée pratique aussi précieuse. Les logs arrivèrent quelques jours plus tard, comme une liasse dont chaque feuille creusait davantage la réalité. Le technicien, fidèle à sa promesse, ramena des fichiers, s'installa dans le bureau et copia chaque élément avec une exactitude qui calmait un peu l'angoisse. « Regardez, dit-il en tendant la tablette, on a des connexions récurrentes sur l'IP. L'accès s'est produit à des heures bien définies et surtout, on a une série d'adresses qui pointent vers un même compte d'utilisateur. » Ils regardèrent les entrées. Parmi elles, une se détachait par son insolence, l'horaire du dimanche matin, pendant lequel Joie avait réellement été dans la douche, selon l'objet qu'elle tenait. Les métadonnées ne mentent pas. Marvin resta silencieux un long moment. « Pouvez-vous tracer jusqu'à un propriétaire ?» demanda-t-il finalement. « On remonte jusqu'à un fournisseur », expliqua le technicien. « Après, c'est une question d'entité juridique. Mais ce qui est intéressant, c'est que plusieurs accès proviennent du même mobile, qui a un compte lié à une adresse email. Cette adresse appartient à un sous-traitant d'une société de services. C'est fréquent, on externalise la surveillance et parfois les profils sont partagés. Mais il y a aussi des connexions à partir d'une adresse IP personnelle.
Chantelle, qui avait écouté depuis la porte, se crispa à l'expression « adresse personnelle ». L'air se raréfia autour d'elle. « Vous dites que quelqu'un de proche pourrait avoir accédé ?» demanda-t-elle avec un sourire qui se voulait interrogatif. Joie sentit la question comme un crochet jeté dans une mer soulevée. Les possibilités explosaient en ramifications. Qui, parmi ceux qui avaient accès à la maison, pourrait vouloir regarder une personne dans sa douche? Qui voudrait transformer un lieu intime en une scène? Joie pensa alors non pas à la curiosité innocente, mais au pouvoir et au plaisir du contrôle. « Il faut être méthodique, » reprit le technicien. « On peut demander au fournisseur les logs complets et faire une demande judiciaire si nécessaire. Cela prendra du temps. » Marvin hocha la tête. « On va le faire. Maintenant. » La décision fut prononcée comme une coupe dans l'air. Il y eut des formulaires, des demandes envoyées, des appels à un ami avocat qui conseilla sur la marche à suivre. Ils envisagèrent aussi la presse avec prudence. La médiatisation peut servir, mais elle peut aussi exposer Joie davantage. Le dilemme moral prit une forme pratique. Comment protéger la victime sans l'exposer au regard public? Au même moment, Joie entreprit une démarche plus intime et parallèle. Elle remonta le fil de ses propres interactions. Elle se souvenait du chauffeur qui, la veille de la découverte, avait traîné un sac plus lourd. Elle se rappelait d'un voisin qui avait ce regard de curiosité polie et d'une ancienne femme de ménage qui avait quitté le foyer sans explication. Elle commença à parler discrètement, comme on tisse un filet. Au chauffeur, elle lança des questions au passage. À une voisine âgée, elle demanda si elle avait remarqué des allées et venues étranges. Le chauffeur, d'abord réticent, finit par avouer qu'un commercial d'une compagnie de sécurité avait parlé d'un « module discret » lorsqu'il avait amené des hommes pour installer le système la première semaine. Ils ont dit que c'était pour la « sécurité complète de la résidence », confia-t-il, le visage soudain plus bas. Mais je n'étais pas supposé savoir. Ils ont tout fait après. Sa voix était celle de quelqu'un qui porte le poids d'avoir vu quelque chose sans oser s'en mêler. Joie prit les mots comme des indices. L'idée d'une entreprise ayant fourni un module discret donnait une clé. Peut-être la caméra n'était-elle pas explicitement commandée par l'un ou l'autre des habitants, mais un ajout niché par un fournisseur soucieux de satisfaire une demande de surcontrôle. Cette hypothèse calmait et inquiétait tout à la fois. Elle calmait parce qu'elle diluait une accusation directe. Elle inquiétait parce que cela signifiait que l'accès se trouvait dans une chaîne de personnes, installateurs, sous-traitants, possiblement clients. Les jours s'empilèrent sur une discipline nouvelle. Entre procédure et petite complicité, Joie se construisit une armure faite d'actes précis. Photographier les angles suspects de la salle de bain, noter les heures des allées et venues, enregistrer discrètement les conversations. Chaque geste était un pas vers une visibilité réclamée. Dans ces moments de calme, ceux qui étaient rares mais précieux, elle retrouvait ses rituels. Elle préparait du riz parfumé, le goût des épices échauffant ses doigts et réveillant un bout de mémoire. La cuisine, pour elle, était un lieu où le geste répétitif rendait le monde plus tolérable. Elle partageait parfois un repas modeste avec Marvin dans la cuisine, et ces instants étaient devenus des îlots de vérité. Ils n'étaient pas des déclarations d'amour, mais des formes de reconnaissance humaine. Ils parlaient de livres, de pluie, d'absurdité du monde. Ces conversations lui permettaient de respirer. Puis il y eut un après-midi où la routine se rompit brutalement. Le technicien, après ses premières analyses, revint avec un tirage de fichiers. Entre les pages, ils découvrirent un élément inédit. Un clip, une capture d'écran d'une session montrait une image floue, un angle qui ne correspondait à rien d'autre que la cabine de douche. Le timestamp indiquait une heure où Joie se souvenait très bien d'y avoir été seule. « Il y a plus, dit le technicien en déroulant une feuille. Regardez, il y a aussi des connexions depuis un appareil mobile enregistré au nom d'un employé d'une société locale. Je ne peux pas révéler de nom sans procédure, mais c'est quelque chose que l'on peut légalement demander. » Marvin prit une inspiration, lente. « Nous allons suivre la voie légale, dit-il, comme s'il prononçait une promesse austère. » Joie sentit que son cœur gagnait en densité. La preuve tenait dans ses mains, un document formel qui disait, sans fioriture, qu'une image avait existé, qu'elle avait été vue.
Le fait de voir l'image, même floue, était à la fois une épée et une blessure. Elle retrouvait la marque de l'abus, mais avait désormais une chance de la rendre publique. Ils décidèrent d'aller à la police. Ce fut une journée lente. Ils prirent rendez-vous avec un officier spécialisé dans les nouvelles technologies. L'accueil fut professionnel, mais la roue administrative fit son travail. Formulaire à remplir, empreinte de fil et la patience de ceux qui travaillent avec des preuves numériques. L'inspecteur qui prit leur dossier était une femme d'une 50aine d'années, aux yeux qui semblaient s'habituer au mensonge, comme on s'habitue au froid. « Nous allons enregistrer cela », dit l'inspectrice en tapotant sur son clavier. « Les éléments numériques prennent du temps à analyser, mais si vous avez des sauvegardes, des copies, amenez-les. Nous pourrons demander un commandement au fournisseur pour obtenir les logs complets. » Il y eut un échange formel, une série de questions sur la chronologie, sur les gestes, puis la possibilité d'une protection. L'inspectrice posa une attention particulière à Joie, non pas par condescendance, mais parce qu'elle sentait la vulnérabilité d'une personne qui n'était pas habituée aux arcanes de la justice. « Nous allons prendre cela au sérieux, dit-elle, mais il faut aussi que vous compreniez que le processus est parfois lent. » Joie hocha la tête, la patience désormais pesant comme une nécessité. La justice, pensa-t-elle, n'était pas toujours un coup de tonnerre, c'était plus souvent une longue marche. La procédure se mit en place, demandes officielles, commandes aux fournisseurs, l'intervention d'un avocat civil pour aider à garantir la conservation des preuves. Pendant ce temps, la vie dans l'appartement reprit, avec des silences plus profonds et une attention plus lourde. Chantelle, de son côté, avait commencé à muter sa posture. Son contrôle devenait parfois plus mielleux, d'autres fois plus agressif. Elle flirtait entre la fragilité et l'accusation. Elle proposait des solutions anodines, comme inviter Joie à un dîner pour apaiser les tensions, mais ses yeux restaient des instruments de mesure. Un soir, alors que la ville s'allumait en petites lampes, Joie reçut un message anonyme sur son téléphone. C'était une image miniature, trop pixelisée pour être décryptée, mais le clic envoya une onde. Son cœur fit un bond indiquant que l'objet de sa crainte n'était pas seulement passé, mais présent, possiblement actif. Elle se força à la prudence, ne pas ouvrir, ne pas réagir. Elle se sentit entourée d'ombres mobiles. C'est alors que se produisit un événement qu'elle n'avait pas prévu. Le chauffeur, pris de remords peut-être, vint la voir en toute discrétion et lui dit qu'il avait trouvé, dans le coffre d'une ancienne mallette du technicien, un carnet avec des notes, des heures, des lieux, des noms abrégés. Il n'était pas certain de tout, mais il désirait se défaire du poids. « Je l'ai photocopié », confia-t-il à Joie, comme s'il rendait un travail de mémoire publique. « Je ne veux pas de problème, mais je ne pouvais laisser ça. » Joie prit la photocopie et sentit le papier comme un petit grimoire. Les annotations étaient cryptiques, mais un motif émergeait. Des sessions programmées, des références à des comptes partagés, des initiales. Elle sentit une montée de lucidité et de colère. Il n'était plus seulement question d'une caméra, il s'agissait d'un système. Avec ces éléments, Marvin prit contact avec un journaliste indépendant qu'il connaissait par des dîners d'affaires. Le choix de la presse fut mûri. Il ne s'agissait pas de crier la honte au monde, mais de trouver une puissance extérieure capable d'exercer une pression publique sans nécessairement humilier la victime. Le journaliste écouta, prit des notes, demanda des preuves. On convint d'une rencontre discrète. La préparation pour cette réunion fut un rituel méthodique. Joie fit des copies de la caméra, des photos des angles, des captations de l'atelier. Elle nota, sur un carnet, toutes les interactions qu'elle jugeait suspectes. Pour la première fois, elle sentit sa mémoire travailler comme une alliée, organisant les fragments en un récit solide. Le jour de la rencontre, le journaliste, une femme aux cheveux courts et à l'œil précis, les reçut dans un café calme. Elle ne fit pas de promesses grandioses, elle posa des questions, point par point. « Pourquoi vous maintenant » demanda-t-elle. « Pourquoi pas plus tôt ?» Joie répondit doucement, racontant les petites rébellions, la danse, le moment où elle avait été vue et comment la découverte de la caméra avait tout changé. Sa voix était sans fioriture, mais pleine d'une dignité telle qu'elle imposait l'écoute. Le journaliste prit note, puis parla de stratégie.
Anonymiser si nécessaire, vérifier les logs, utiliser l'exposition comme levier pour accélérer une procédure judiciaire. De retour à l'appartement, la maison leur parut plus menacée que jamais. L'autre option, finalement, devint réelle, faire de la visibilité une arme. Mais Joie douta. Exposer signifiait attirer l'attention du public, et avec elle des jugements, des commentaires, et le risque de perdre le contrôle sur son récit. Elle se souvenait des paroles de sa mère. La dignité ne demande pas à être criée, mais à être reconnue. Le choix ne fut pas simple. Un soir, alors que les feuilles d'automne s'éparpillaient dans la rue et que la lumière de la bibliothèque créait une auréole autour de Marvin, ils reçurent un appel du technicien. Il avait trouvé quelque chose sur les serveurs du fournisseur, des connexions simultanées depuis des comptes qui n'appartenaient pas aux résidents. Et dans une de ces connexions, il avait repéré une adresse IP qui, étonnamment, venait de l'étranger, une route indirecte qui compliquait la traçabilité. La nouvelle était astringente. D'un côté, elle prouvait que l'atteinte n'était pas forcément l'œuvre d'une seule personne domestique. De l'autre, elle ajoutait une couche de menace. Si quelqu'un relayait les flux à l'étranger, alors on touchait à un commerce de l'image intime plus large. Ils décidèrent d'agir vite. Le journaliste proposa d'attirer l'attention sur la question de l'abus de dispositifs de surveillance domestique en général. Un angle qui ne réduisait pas l'affaire à une seule famille, mais qui soulignait un phénomène. Ils préparèrent un dossier, technique, humain, et le déposèrent chez l'avocat pour vérification. Alors que tout semblait à s'accélérer, Chantelle commença à changer elle aussi de stratégie. Plutôt que l'attaque frontale, elle vint plus souvent dans la cuisine le soir et prit l'habitude de poser des questions sur la vie privée, sur la façon dont Joie gérait ses congés, ses papiers, comme si elle cherchait à établir une domination différente, plus subtile. Elle commença à inviter des amis à déjeuner, exhibant sa maison comme un salon de musée, comme si la perfection pouvait annuler les allées et venues clandestines. Un jour, elle convoqua Joie dans le bureau. « Il faut que tu me dises la vérité », dit-elle, d'une voix quasiment douce. « As-tu pris quelque chose? As-tu fouillé ?» La question, mauvaise et manipulatrice, cherchait à inverser la culpabilité. Joie sentit l'odeur d'une embuscade et comprit qu'il fallait répondre avec calme. « Je n'ai rien pris, » répondit-elle simplement, « mais j'ai trouvé une caméra. » Chantelle eut un rire court, comme si elle traitait la parole d'une employée de maison comme un jeu inconvenant. « Une caméra? C'est absurde. Quel besoin aurais-je d'une caméra dans une cabine de douche ?»« Je l'ai trouvée, » répliqua Joie. « Il y a des preuves. » La conversation prit une tournure glacée. Chantelle se ferma, ses muscles se contractèrent. Elle était une femme en train de perdre le contrôle de l'image qu'elle projetait. Elle fit alors ce que font parfois ceux qui se sentent menacés. Elle tenta de dévier la conversation vers un terrain où elle se sentait plus puissante, l'illusion de la moralité. « Tu devrais être reconnaissante, dit-elle, la voix mielleuse. Tu travailles ici, tu as un toit, un salaire. Nous avons des règles. Si tu cherches des ennuis... » Elle laissa la phrase en suspens, une menace voilée. Joie sentit la colère monter, mais elle choisit la prudence. La rage aveugle jette parfois plus d'ombre que de lumière. Elle acquiesça avec neutralité et s'éloigna, la tête pleine d'une résolution lente. La première audience publique eut lieu finalement, mais pas celle qu'ils avaient imaginée. Le journaliste publia un article sur les dangers des systèmes de surveillance mal cadrés, illustrés par des anonymes et des cas collectés. L'article cita des experts en cybersécurité et évoqua la nécessité d'une régulation. Il ne nomma ni Joie ni la famille du 16e, mais il fit remonter la question dans l'espace public. Des commentaires apparurent, certains outrés, d'autres indifférents. La conversation, au moins, avait changé de registre. Le sujet n'était plus uniquement une dispute domestique, mais un débat citoyen. Cette exposition eut des conséquences tangibles. Le fournisseur accéléra les procédures de collaboration. L'avocat appuya une demande de saisie pour obtenir des logs complets. La police, poussée par la publicité, s'activa plus vite. Les horaires d'accès furent étudiés et l'une des adresses IP fut identifiée comme appartenant à un prestataire qui, selon ses registres, avait réalisé des interventions de maintenance dans plusieurs résidences du quartier. Cela ne donnait pas un visage définitif à la personne qui avait regardé dans la cabine de douche, mais cela dessinait une cartographie plus large.
Pour Joie, la victoire restait partielle. Elle avait gagné des preuves et une attention, mais elle avait aussi perdu quelque chose d'intime. Cette certitude que sa vie à l'intérieur du foyer pouvait rester privée. Elle sentit que la bataille ne se mènerait pas seulement sur le terrain juridique, mais dans la reconstruction de son propre espace de sécurité. Un soir, alors que l'automne cédait place à un gris plus froid, Chantelle organisa un dîner. Invités, couverts, tout devait être parfait. Joie fut chargée du service. Durant le repas, elle fit son travail avec la même précision silencieuse qu'elle avait toujours eue, mais cette fois, la moindre maladresse pouvait ressembler à une provocation. À table, Marvin intervint une fois, poliment, pour corriger une remarque cinglante faite par un convive, et la tension monta. Le repas resta poli, mais l'air vibrait d'une énergie sourde. Après le départ des invités, le silence se réinstalla. Marvin vint voir Joie dans la cuisine. « Ils ont identifié l'installateur, murmura-t-il. Un nom circule. Pas encore une preuve que ce soit lui qui a filmé, mais il a posé des modules indiscrets. » Joie nota le mot avec une attention précise. L'idée d'une responsabilité technique expliquait certains éléments, des caméras installées sans clarté morale, des modules qui pouvaient être détournés. Mais la question du regard restait. Qui avait choisi de regarder et pourquoi? C'est dans cette atmosphère que survint l'événement qui rompit la trajectoire qu'il s'était tracée. Un soir, alors qu'elle rentrait du travail, Joie trouva, sur sa table de chevet dans son petit appartement, une enveloppe anonyme. Elle n'avait pas signé l'alerte, elle sentit une main froide sur sa nuque. L'enveloppe contenait une photo imprimée datée récemment. Dans l'image, on la voyait, floue mais identifiable, dans la cabine de douche. La photo n'était pas prise depuis l'intérieur de la maison. L'angle donnait à penser qu'elle provenait d'un écran de contrôle, d'une capture. Quelqu'un avait imprimé et laissé cela comme un message. Le choc fut aigu et totalement différent de la découverte de la caméra. À ce moment-là, la menace n'était plus seulement technique, elle devenait personnelle, visant à intimider. Joie sentit une colère froide, puis une résolution. Elle ramassa la photo, la prit en photo avec son téléphone pour en garder une copie et la rangea dans une pochette étanche. Elle prépara ensuite une liste de personnes à contacter, l'avocat, le technicien, le journaliste. La sécurité se mit en marche. Marvin arriva chez elle en moins d'une demi-heure, le visage qui trahissait l'inquiétude. Ensemble, ils regardèrent la photo, la prirent comme une nouvelle preuve, mais aussi comme une menace. « Ils savent que nous savons, dit-il. Ils essaient de nous faire peur. »« Mais qui ils » demanda Joie. C'était la question qui berçait la nuit. Ils vinrent le lendemain avec une proposition, rendre la menace publique pour diminuer son pouvoir. L'argument était que la peur fonctionne parce qu'elle isole. Si la vérité sortait au grand jour, le chantage perdrait sa force. Le journaliste, à qui ils avaient confié des éléments, accepta de publier un article ciblé sur la pratique du chantage via images privées, en liant des éléments techniques et des témoignages anonymisés. Encore une fois, la décision de rendre visible fut mûrement réfléchie. Joie se souvenait de la mise en garde de sa mère, mais elle savait aussi que le silence pouvait devenir un instrument de pouvoir des coupables. La publication eut un effet immédiat. Le numéro de la hotline d'une association de défense des victimes d'abus numériques augmenta ses appels. Des voix anonymes apportèrent des témoignages semblables. La discussion devint publique. Quelques jours plus tard, la police put obtenir, grâce à une demande judiciaire renforcée par la pression médiatique, des logs complets du fournisseur. Ces fichiers dévoilèrent quelque chose d'inattendu. L'accès avait en effet été relayé, à un moment donné, par un outil de contrôle interne fourni à un sous-traitant qui avait travaillé dans plusieurs résidences. Et, de façon troublante, il y avait correspondance de connexion depuis un appareil personnel enregistré récemment au nom d'une adresse mail appartenant à quelqu'un qui avait des liens professionnels au foyer. Le détail fit l'effet d'une flamme. Marvin sentit son monde se fissurer. Joie, cependant, ne laissa pas sa colère la consumer. Elle suivit la procédure. L'avocat fit valoir les éléments. Les investigations lentes prirent une accélération pragmatique. Finalement, la police décida d'effectuer une perquisition administrative dans les locaux du sous-traitant. Plusieurs techniciens furent entendus. Les auditions révélèrent des couches de responsabilité. Certains techniciens avaient, par ignorance ou négligence, installé des modules non autorisés.
D'autres avaient partagé des comptes et, tristement, il apparut que des enregistrements, vendus à un marché embarrassant, circulaient parfois dans des cercles de clientèle privée. Les voies de la responsabilité se dessinèrent. L'entreprise était coupable d'une chaîne de négligence et d'une absence de contrôle, certains employés de malversations isolées. Mais l'enquête n'identifia pas immédiatement une unique personne qui se serait adonnée au visionnage de Joie. Était-ce un chef d'entreprise, un employé, un client? Les pistes restaient ouvertes. La justice, méthode lente, avançait. Les avocats tranchèrent entre la mise en demeure de l'entreprise, la saisie des serveurs et la plainte pour atteinte à la vie privée. C'est alors que vint l'affrontement ménager, improbable et terrible. Un après-midi où l'escalade semblait contenue, Marvin perdit patience. Il affronta Chantelle dans un couloir, la voix trop haute pour la politesse. « As-tu demandé quelque chose de spécifique au fournisseur ?» exigea-t-il, comme si la mise en question appartenait à la morale publique. Chantelle, prise au dépourvu, se couvrit d'un voile de dignité outrée. « Comment oses-tu » siffla-t-elle. « Tu crois que j'aurais mis une caméra dans une cabine de douche ?» Marvin la regarda avec une honnêteté qui n'était ni accusatrice ni complice. « Je ne sais pas, mais je sais que quelque chose a été fait au nom de sécurité qui est inacceptable. » Les voisins entendirent le bruit. Les portes s'ouvrirent plus souvent qu'à l'accoutumée. La conversation, privée, devint publique dans l'immeuble. Les tensions, longtemps contenues, explosèrent en une série d'accusations et de défenses en public. Chantelle, blessée dans son orgueil, répondit par l'indignation. Marvin, embarrassé par la réalité de ce qu'il avait toléré, parla de l'impossibilité de régner sur un foyer qui se décompose de l'intérieur. Joie, qui avait entendu l'échange depuis un escalier, sentit quelque chose comme une délivrance. L'air vibrait d'un réel. Les non-dits se transformaient enfin en mots. Mais la délivrance était incomplète. Un mot prononcé n'est pas une réparation. Les paroles enflammèrent une maison qui, jusque-là, respirait une façade. Les jours qui suivirent furent un tourbillon. Perquisitions, interrogations, des techniciens mis à pied, l'entreprise sous le feu des médias. La responsabilité civile s'organisait. À la maison, les rapports changèrent. Marvin, qui avait été un mur pour Joie au début, se voyait ramené à sa complexité. Il avait protégé ce qui était confortable, mais il n'avait pas vu, au départ, la profondeur de la violence. Il fit des gestes pour réparer, se tenait aux côtés de Joie dans les entretiens, signa des documents, s'exclama contre l'entreprise. Mais la question essentielle restait en suspens. Qui avait appuyé sur play? La perquisition apporta un nouvel élément. Sur un disque dur saisi, une série de copies montrait des extraits vidéo, des fichiers sans contexte mais datés. Parmi eux, une trace indiquait une consultation depuis un PC portable avec un identifiant local appartenant à une adresse mail liée, d'après les métadonnées, à un compte professionnel. Les enquêteurs eurent besoin de temps pour déployer des moyens techniques et identifier un auteur humain. Les jours étaient longs. Entre-temps, la vie quotidienne continuait. Joie, malgré la tempête, garda ses gestes. Elle remit les coussins en place, sortit la vaisselle, prit le riz parfumé comme un ancrage. Les petites routines lui donnaient une structure. Elle prit aussi conscience d'une transformation lente. Elle n'était plus seulement celle qui se cachait. Elle avait commencé à parler, à faire valoir un droit au respect, à s'imposer non par la violence, mais par la persévérance. Le moment où l'on crut que l'histoire pourrait basculer vers une résolution sûre arriva un matin brumeux. L'officier chargé de l'enquête appela Marvin et Joie pour leur annoncer qu'il avait identifié un suspect potentiel. Un employé d'une société de services qui avait admis dans un interrogatoire avoir utilisé des comptes partagés pour accéder à des flux qu'il n'avait pas dû regarder. Les motivations variaient de la curiosité mal placée au troc numérique. L'homme avait des complices potentiels. La justice avança d'un pas. Mais la découverte surprenante fut ailleurs. Dans le dossier, il y avait un nom qui revenait dans les échanges de mails administratifs. Une adresse e-mail liée à quelqu'un qui avait autorité dans la maison. Le nom apparut en référent dans un message de facturation envoyé au domicile. Ce détail, plus que tout, réveilla l'angoisse originelle. Et si la maison, en effet, n'avait pas été simplement négligente, mais avait été un lieu où l'autorité facilitait l'accès? Marvin fut interrogé. Il expliqua ce qu'il savait, ce qu'il avait fait pour protéger et ce qu'il n'avait pas su.
L'enquête se prolongea. L'individu suspect était désormais en état d'être poursuivi pour violation de la vie privée. Mais les ramifications de son acte dépassaient la simple morale personnelle. Il s'agissait d'une faille systémique, d'un marché qui traitait l'image intime comme une marchandise. À mesure que la procédure avançait, Joie se rendit à des réunions d'entraide, rencontra d'autres femmes qui avaient été victimes de violations numériques. Elle parlait, pleurait, se soutenait. Elle n'était plus isolée, elle apprenait à articuler une souffrance qui était désormais militante. Elle découvrit des espaces où la honte était déconstruite, où les récits devenaient des forces. Pourtant, le calme n'arriva pas tout de suite. Un soir, alors que l'hiver commençait à froisser les rues, Joie trouva une lettre dans sa boîte aux lettres. Pas d'enveloppe anonyme cette fois, mais une convocation. Témoignage requis. La justice l'appelait comme témoin clé. Son rôle de pièce centrale fut validé par la nécessité du système judiciaire. Elle se prépara. Elle relut ses notes, rassembla la caméra, copia les fichiers, prit le dossier médical qui documentait son stress et se rendit au tribunal avec une résilience froide. Le procès fut un paysage d'ombre. Avocats, juges, témoins. Joie déclara, ses mots clairs mais jamais belliqueux, la même vérité qu'elle avait racontée dans le silence de sa cuisine. Des questions furent posées, des précisions demandées. La salle d'audience écoutait une voix ordinaire qui disait qu'on l'avait regardée sans son consentement. Le procès ne fut pas une catharsis, il fut un instrument. L'accusé, interrogé, balbutia des explications, il fut prouvé qu'il avait accédé à des fichiers sans autorisation et qu'il les avait partagés. La responsabilité de l'entreprise pour un défaut de contrôle fut mise en évidence. Les décisions rendues prirent la forme d'amendes, de sanctions administratives et d'une injonction pour l'entreprise de modifier ses pratiques. L'homme fut condamné pour atteinte à la vie privée. Mais Joie sut au fond d'elle que la justice ne refermait pas toutes les plaies. La peur d'être regardé sans consentement ne disparaît pas avec des lignes écrites. Après la fin du procès, un cap qui marquait une victoire mais non un retour à l'innocence, quelque chose changea dans le salon du 16e. L'espace retrouva une respiration plus normale, moins tendue. Les regards furent moins chargés. Chantelle, qui avait vu sa réputation déraper, changea encore de tactique. Elle se retira dans une réserve plus silencieuse, faisant des gestes de réparation ou en tout cas d'apparence réparatrice. Marvin, lui, parut vieilli et plus concret. Il s'excusa, non en grandes phrases, mais par des gestes. Il soutint Joie dans ses démarches administratives. Il lui fournit des lettres de référence. Il l'aida à chercher d'autres emplois si elle le souhaitait. Joie, cependant, resta à un point où tout n'était pas gagné. Elle avait, de fait, chassé l'espion, obtenu une reconnaissance légale et contribué à un débat public. Mais elle avait aussi appris une leçon difficile. La vie privée peut être fragilisée par des systèmes que l'on croit neutres. Et la véritable reconstruction commence par la création d'un espace personnel que l'on défend, lentement. Un matin, elle prit une décision. Elle rangea sa robe préférée dans un bagage léger. Elle remit la petite photo cornée de ses parents dans sa main, caressa les bords fatigués et protesta contre l'idée que son destin devait être fixé dans la maison du 16e. Elle voulait autre chose, non pas la fuite, mais la possibilité de choisir sa dignité. Elle avait reçu des offres, des invitations pour parler à des associations et une proposition d'un emploi dans une petite structure qui s'occupait de protection numérique pour les personnes vulnérables. C'était un cercle presque parfait, transformer ce qu'elle avait subi en une force pour aider d'autres. Le départ ne serait pas dramatique. Il se ferait petit à petit, au rythme de la courtoisie professionnelle. Elle discuta avec Chantelle et Marvin, mentionna qu'elle avait besoin de temps pour elle. La conversation fut sobre, sans grande émotion, mais avec une honnêteté nouvelle. Marvin, qui avait appris à mesurer ses gestes, lui proposa une aide pratique. « Si tu veux, je peux te donner une lettre de recommandation, dit-il. » Joie accepta. La veille de son départ, elle nettoya la salle de bain une dernière fois avec une attention cérémonielle. Elle essuya les parois de verre, vérifia les joints, regarda chaque coin comme si elle refermait une boucle. La cabine brillante lui sembla tenir la marque d'une histoire. Elle repensa au jour où elle avait dansé, quand la maison était pour un instant un terrain de liberté. Elle se souvint de la caméra comme d'un élément qui avait exhumé une dignité dormante plutôt que d'en effacer la trace. Le matin où elle partit, la rue était froide, la lumière pâle.
Elle prit son sac, remit la photo cornée à l'intérieur et ferma la porte de son petit appartement avec soin. Elle marcha jusqu'à l'angle de la rue, respira, puis se retourna une fois. La façade du 16e numéro 17 se tenait ordinaire, parfaite comme avant, mais différente. À l'intérieur de ce bâtiment, des vies avaient été remaniées. Alors qu'elle s'éloignait, son téléphone vibra. Un message anonyme apparut, encore, une image miniature, puis rien d'autre. Joie ressentit une vibration ancienne, la crainte, le frisson. Elle s'arrêta, regarda le message et, au lieu de l'ouvrir, fit quelque chose de nouveau. Elle prit une photo du message et l'envoya à l'association qui l'accompagnait. Puis, elle verrouilla son téléphone et le posa au fond de son sac. Elle avançait non pas tête baissée, mais avec la conscience qu'elle avait désormais des alliés et la possibilité d'un espace protégé. En quittant le quartier, l'hiver fit tomber un rideau de pluie fine. Les trottoirs brillaient et la ville déployait ses habitudes. Joie marcha d'un pas qui n'était ni fuyant ni triomphant. Elle n'avait pas besoin d'un geste spectaculaire, elle avait besoin de tenir sa vie. La dernière image fut simple et lourde à la fois. Alors qu'elle montait dans un bus, elle sentit que quelqu'un la regardait. Elle tourna la tête, mais il n'y avait personne de connu. L'instinct resta, persistant. Et puis, avec une sorte d'acte de foi, elle se remit à regarder ailleurs, les vitrines, la pluie et, au fond, l'idée qu'il est possible de se réparer petit à petit. Si cette histoire vous a touché, si vous voulez savoir comment Joie reconstruira sa vie, comment la justice évoluera et qui finalement a regardé derrière la porte, abonnez-vous et activez la cloche. La suite de ce parcours, ses nuances et ses choix arrivent bientôt.